au chevet de ma fille de 8 ans à l'hôpital, où elle luttait pour sa vie, ma sœur a murmuré assez fort pour que tout le monde entende, peut-être que ce serait mieux si elle ne survivait pas. Sa mère est une malédiction. Plusieurs membres de la famille ont hoché la tête en signe d'approbation. Ma mère a ajouté, certains enfants ne sont tout simplement pas faits pour s'en sortir. Mon père a dit, elle pourra recommencer avec un meilleur enfant. Quand j'ai tenté de protester, ma sœur m'a giflé violemment. Tais-toi. Mon oncle m'a attrapé les cheveux. C'est de ta faute. Je pleurais pendant qu'il me battait à côté du lit de mon enfant mourant. Puis l'infirmière a demandé à ma sœur, que s'est-il passé la nuit dernière, pendant que la mère dormait? Quelqu'un est entré dans la chambre? Le visage de ma sœur est devenu blême. Elle a bégayé, je ne sais pas. Mais le médecin qui vérifiait le dossier médical s'est soudainement figé en voyant quelque chose. Il a regardé ma sœur avec horreur et a immédiatement appelé la sécurité. Les néons de l'hôpital pour enfants de Seattle me brûlaient les yeux alors que j'étais assise au chevet d'Emma, regardant les moniteurs suivre chacune de ses respirations superficielles. Ma fille avait été admise il y a 3 jours pour ce que les médecins pensaient initialement être une grave réaction allergique. Elle s'était effondrée à la maison après le dîner, prise de violentes convulsions avant de perdre connaissance. Le trajet en ambulance m'avait semblé interminable, la sirène hurlant pendant que je tenais sa main inerte. Maintenant, son petit corps gisait immobile sous des draps blancs, des tubes sortant de ses bras, son visage si pâle qu'il se confondait presque avec la tête d'oreiller. Ma sœur Nathalie est arrivée ce matin-là, suivie de près par nos parents. Je les avais appelés lorsque l'état d'Emma s'était aggravé pendant la nuit, désespérée de trouver le moindre soutien. Dès que Nathalie a franchi la porte, son expression portait quelque chose que je ne parvenais pas à identifier. Du dégoût? Peut-être. Du jugement? Certainement. Toujours pas d'amélioration, a demandé Nathalie, sans même me regarder. Les médecins font d'autres tests. Ils essaient de comprendre ce qui a provoqué une réaction si sévère. Ma voix s'est brisée sous le poids de l'épuisement et de la peur. Notre mère, Lydia, s'est installée sur une chaise près de la fenêtre. C'est absolument épouvantable. Pauvre enfant. Pauvre enfant, en effet, a marmonné mon père, Gérald. Elle souffre à cause de la négligence. J'ai tressailli à ces mots. Que veux-tu dire? J'ai fait attention à tout ce qu'Emma mange. Tu sais à quel point je suis vigilante avec ses allergies. Nathalie a croisé les bras, son sac à main de créateur pendant à son coude. Vigilante? Vraiment? Parce que de là où je suis, ta fille se bat pour sa vie sur un lit d'hôpital. L'accusation m'a fait plus mal qu'un coup. J'avais consacré chaque instant à protéger Emma depuis le diagnostic de ses allergies 2 ans auparavant. Chaque repas était scruté, chaque étiquette d'ingrédients mémorisée, chaque cuisine de restaurant interrogée sur la contamination croisée. Mon univers entier tournait autour de sa sécurité. Ce n'est pas juste, ai-je murmuré, les larmes menaçant de couler. Mon oncle Stuart est arrivé ensuite, convoqué par Nathalie, apparemment, bien que je ne lui ai pas demandé de venir. Il a jeté un regard à Emma et a secoué la tête avec une tristesse théâtrale. Situation terrible. Simplement terrible. La chambre semblait rapetisser à chaque nouvelle arrivée. Le mari de Nathalie, Kyle, a fait son apparition. Puis ma tante Francine. Ils ont formé un demi-cercle autour du lit d'Emma. Leur visage arborait des expressions de pitié mêlées à quelque chose de plus sombre. J'ai essayé de me concentrer sur ma fille plutôt que sur leurs regards insistants. La poitrine d'Emma se soulevait et s'abaissait avec une régularité mécanique, le ventilateur faisant le travail que ses petits poumons ne pouvaient plus gérer seuls. Elle paraissait si petite dans ce lit d'hôpital, ses cheveux bruns étalés sur l'oreiller, son lapin en peluche préféré niché sous son bras. Je l'avais apportée de la maison, espérant qu'elle puisse sentir sa présence, même dans son état d'inconscience. Les médecins ont dit qu'ils avaient trouvé des traces de quelque chose d'inhabituel dans ses analyses de sang, et je dis à personne en particulier. Ils enquêtent pour savoir ce que ça pourrait être. Le rire de Nathalie fut bref et amer. Inhabituel. C'est un mot pour le décrire. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle s'est approchée, se penchant au-dessus du lit d'Emma avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Peut-être que ce serait mieux si elle ne survivait pas. Sa mère est une malédiction. Les mots flottaient dans l'air comme un gaz toxique. J'ai dévisagé ma sœur, incapable de comprendre ce qu'elle venait de dire au sujet de mon enfant mourant. Plusieurs membres de la famille ont lentement hoché la tête,
comme si Nathalie avait exprimé une pensée qu'ils partageaient tous. Comment peux-tu dire ça? Ma voix est sortie étranglée. C'est ta nièce. Elle a 8 ans. Lydia s'est levée, lissant sa jupe avec des gestes délibérés. Certains enfants ne sont tout simplement pas faits pour s'en sortir. C'est la façon qu'a la nature de corriger les erreurs. La pièce a vacillé. Ma propre mère venait de suggérer que la vie d'Emma ne valait pas la peine d'être sauvée. J'ai cherché le regard de mon père, désespéré que quelqu'un nous défende, qu'il leur dise à quel point leurs propos étaient monstrueux. Gérald a évité mes yeux. Elle pourra recommencer avec un meilleur enfant. Un enfant en meilleure santé la prochaine fois, sans toutes ces complications. Des complications? Elle a des allergies alimentaires, pas une sorte de défaut. Je me suis levé, les jambes tremblantes. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est Emma, votre petite fille, votre nièce. C'est une personne, pas un projet raté que l'on peut simplement remplacer. La main de Nathalie a heurté mon visage avant même que je la voie venir. La gifle a résonné dans la pièce, sèche et vicieuse. Tais-toi. Tu n'as pas à nous faire la morale. Tout ce cauchemar est de ta faute. J'ai reculé en chancelant, la joue en feu. Avant que je puisse me reprendre, Stuart a attrapé une poignée de mes cheveux, tirant ma tête en arrière. C'est de ta faute. C'est ta négligence qui a mis cet enfant dans ce lit. Arrêtez, s'il vous plaît. J'ai essayé de me dégager, mais sa poigne était de fer. Des larmes coulaient sur mon visage alors que ma famille se refermait sur moi. Nathalie m'a violemment poussé contre le mur. Tu as toujours été négligente. Toujours irresponsable. Regarde ce qui est arrivé maintenant. Je n'ai rien fait de mal. Mes protestations se sont transformées en sanglots. J'ai été si prudente. J'ai tout fait correctement. Kyle s'en est mêlé, ses mains rudes me poussant dans un coin. Les mères comme toi ne devraient pas avoir d'enfants. Trop stupides pour les garder en sécurité. Le passage à tabac a continué à côté du lit d'Emma, leurs mots me blessant plus profondément que leurs mains. Je me suis effondré sur le sol, les bras enroulés autour de ma tête, pleurant si fort que je pouvais à peine respirer. Ma petite fille était en train de mourir à 1 mètre de moi, et ma propre famille m'attaquait au lieu de nous soutenir. La porte s'est ouverte brusquement. Une infirmière que j'avais vue pendant le service de nuit se tenait sur le seuil, les yeux écarquillés en découvrant la scène. Que se passe-t-il ici? Tout le monde a immédiatement reculé, reprenant des postures de fausse préoccupation. Nathalie a lissé ses cheveux. Stuart m'a lâché et s'est dirigé vers la fenêtre. En quelques secondes, il s'était transformé d'agresseur en membre de la famille inquiet. L'infirmière, dont le badge indiquait Angela Martinez, m'a regardé, effondré sur le sol, puis a regardé Emma, puis les autres. Son expression s'est durcie de compréhension. Je demande à tout le monde, sauf la mère, de quitter cette chambre immédiatement. Nous sommes sa famille, a protesté Nathalie. Nous avons tout à fait le droit d'être ici. La politique de l'hôpital limite les visiteurs lorsque l'état d'un patient est critique. Dehors, maintenant. Ils se sont dirigés vers la porte à contre-cœur, jetant des regards en arrière. Angela m'a aidé à me relever et m'a guidé jusqu'à la chaise à côté du lit d'Emma. Elle a vérifié les moniteurs, a pris des notes sur sa tablette, puis s'est tournée vers ma sœur, qui s'attardait sur le seuil. Que s'est-il passé la nuit dernière, pendant que la mère dormait, a demandé Angela, d'un ton neutre mais avec des yeux perçants. Quelqu'un est entré dans la chambre? Le visage de Nathalie est devenu blême. Elle a perdu ses couleurs si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Je ne sais pas, vous ne savez pas? Vous étiez ici la nuit dernière. Selon le registre des visiteurs, vous vous êtes enregistré à 23h45 et êtes parti à 2h30 du matin. Je voulais juste prendre des nouvelles de ma nièce. Est-ce un crime? Le docteur William Sutherland est entré avant qu'Angela ne puisse répondre. Il était le médecin principal d'Emma depuis son admission, un homme grand aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants qui m'avait offert du réconfort dans les pires moments. Il tenait le dossier d'Emma, le front plissé en examinant les pages. Puis il s'est figé. Son corps tout entier s'est raidi alors qu'il fixait quelque chose dans le dossier médical. Quand il a levé les yeux, son regard s'est posé sur Nathalie avec une horreur indubitable. La sécurité, maintenant. Sa voix était empreinte d'une autorité absolue. Angela, appelez la sécurité et demandez-leur de faire venir l'inspectrice Morrison de la police.
Nous avons besoin des forces de l'ordre ici, immédiatement. Que se passe-t-il, ai-je demandé, d'une voix faible et terrifiée. Le docteur Sutherland s'est placé entre Nathalie et le lit d'Emma, bloquant physiquement tout accès potentiel. Personne ne touche cet enfant. Personne ne s'approche d'elle avant l'arrivée de la sécurité. Nathalie a reculé vers la porte. C'est ridicule. Je n'ai rien fait de mal. Alors ça ne vous dérangera pas d'attendre pour parler à la police. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. La sécurité est arrivée en quelques minutes, accompagnée de 2 officiers en uniforme. L'inspectrice Morrison était une femme d'une quarantaine d'années aux yeux vifs qui ne manquait rien. Le docteur Sutherland l'a prise à part, lui montrant le dossier d'Emma et parlant à voix basse et urgente. L'expression de l'inspectrice s'est assombrie. Elle s'est tournée vers Nathalie. « Madame, j'ai besoin que vous veniez avec moi pour un interrogatoire. »« À quel sujet ? » ?»« J'ai rendu visite à ma nièce à l'hôpital. »« C'est tout. Nous en discuterons au poste. » Le partenaire de l'inspectrice Morrison s'est placé de l'autre côté de Nathalie, lui faisant comprendre qu'elle n'avait pas le choix. Le sang-froid de ma sœur a finalement craqué. C'est de la folie. Je n'ai rien fait. Dis-leur. Elle m'a regardé désespérément. Je l'ai fixée en retour, la confusion et la peur se livrant bataille en moi. Leur dire quoi? Que je ne ferai jamais de mal à Emma. Que je l'aime. Mais ces mots sonnaient creux après tout ce qu'elle avait dit plus tôt. L'inspectrice a emmené Nathalie pendant que mes parents et mon oncle restaient, incertains, dans le couloir. Le docteur Sutherland a fermé fermement la porte, ne laissant que lui, Angela et moi dans la chambre avec Emma. « Je dois vous expliquer quelque chose », a-t-il dit doucement. Les résultats toxicologiques sont revenus ce matin. Emma n'a pas eu de réaction allergique. Elle a été empoisonnée. Le mot n'avait aucun sens. Empoisonnée? Comment? Par quoi? De petites doses de diphénhydramine, un médicament antihistaminique, en quantités excessives sur plusieurs jours. Cela peut provoquer les symptômes qu'Emma a connus, convulsions, insuffisance respiratoire, problèmes cardiaques. D'après les niveaux dans son système, nous pensons que l'empoisonnement a commencé il y a au moins une semaine, voire plus. Quelqu'un lui en donnait régulièrement de petites quantités, puis a augmenté la dose avant son effondrement à la maison. Mon esprit peinait à assimiler cette information. Mais qui lui aurait donné ça? Je n'ai même pas d'antihistaminique à la maison à cause des interactions potentielles avec ces autres médicaments. Angela a pris la parole. La nuit dernière, vers 1h du matin, je suis venu vérifier les constantes d'Emma. J'ai vu votre sœur penchée sur le lit, très près de la perfusion d'Emma. Quand elle m'a remarqué, elle a sursauté et a dit qu'elle priait simplement. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention sur le moment, mais quelque chose me semblait étrange. Après que le docteur Sutherland a découvert l'empoisonnement et vu le registre des visiteurs montrant que votre sœur était venue plusieurs nuits, j'ai signalé ce que j'avais vu. Le docteur Sutherland a poursuivi, nous examinons tous les médicaments administrés par perfusion. Ce matin, j'ai remarqué des divergences dans les niveaux de liquide qui ne correspondaient pas au dosage documenté. Quelqu'un avait ajouté quelque chose à la poche de perfusion d'Emma. La pièce a tournoyé. Vous dites que Nathalie a empoisonné ma fille? Nous disons que les preuves indiquent que quelqu'un a altéré le traitement d'Emma. La police enquêtera de manière approfondie, mais je voulais que vous compreniez la situation. J'ai regardé Emma, si petite et si vulnérable. Quelqu'un avait délibérément fait du mal à mon bébé. Ma propre sœur l'avait empoisonnée pendant plus d'une semaine, puis l'avait suivie à l'hôpital pour finir ce qu'elle avait commencé. La cruauté était incompréhensible. Va-t-elle s'en sortir? La question était à peine audible. Maintenant que nous savons à quoi nous avons affaire, nous pouvons la traiter correctement. Nous avons déjà commencé des thérapies pour contrer la toxine. Emma est jeune et forte. Son pronostic vient de s'améliorer de manière significative. Un soulagement si puissant m'a envahi que mes jambes ont fléchi. Angela m'a rattrapé, m'aidant à me rasseoir. J'ai pris la main d'Emma, en faisant attention à la perfusion, et je l'ai tenue doucement entre les miennes. Les heures suivantes se sont écoulées dans un flou d'interrogatoires de police et de bilans médicaux. L'inspectrice Morrison est revenue pour m'interroger longuement sur ma relation avec Nathalie, sur notre dynamique familiale, sur d'éventuels mobiles. J'ai répondu aussi honnêtement que possible, bien qu'une grande partie de cela ressemblait à l'aveu d'échec que j'avais refusé de reconnaître. Nathalie et moi n'avions jamais été proches.
Elle était l'enfant prodige, belle, brillante et adulée par nos parents. J'étais celle qui venait après, la fille qui n'était jamais tout à fait à la hauteur. Quand je suis tombée enceinte à 22 ans d'une brève relation qui n'a pas survécu au test positif, la déception de ma famille était palpable. Le père d'Emma ne voulait rien savoir de la paternité. Il a renoncé à ses droits et a disparu de nos vies avant sa naissance. Je l'avais élevée seule, cumulant plusieurs emplois pour subvenir à nos besoins tout en vivant dans un minuscule appartement à l'autre bout de la ville, loin de la confortable maison de banlieue de mes parents. Il n'avait jamais approuvé mes choix, jamais accepté que je puisse être une bonne mère malgré les circonstances. Nathalie, en particulier, semblait prendre mon existence comme une offense personnelle, comme si mes difficultés diminuaient en quelque sorte sa vie parfaite avec Kyle, leur maison coûteuse et leur voiture de luxe. J'ai aussi parlé à l'inspectrice Morrison du comportement récent de Nathalie. Elle avait commencé à nous rendre visite plus fréquemment au cours des 2 derniers mois, ce qui était inhabituel. Elle apportait de petits cadeaux à Emma, insistait pour préparer des goûters, proposait de la garder pendant que je faisais des courses. Je pensais qu'elle essayait enfin d'être une meilleure tante. Au lieu de cela, elle avait utilisé cet accès pour empoisonner lentement ma fille. Votre sœur a-t-elle exprimé de la jalousie concernant votre relation avec Emma, a demandé l'inspectrice Morrison. J'y ai réfléchi attentivement. Pas de la jalousie, exactement. Plutôt du mépris. Elle et Kyle essaient d'avoir des enfants depuis des années, sans succès. Je pense qu'elle m'en voulait d'avoir eu Emma si facilement alors qu'elle n'arrivait pas à concevoir. Cela pourrait être un mobile. A-t-elle déjà dit quelque chose qui suggérait qu'elle souhaitait qu'Emma n'existe pas? Les mots prononcés plus tôt ont résonné dans ma mémoire. Aujourd'hui. Avant que vous n'arriviez, elle a dit des choses terribles. Que Emma serait mieux morte. Que j'étais maudite. Mes parents étaient d'accord avec elle. Morrison a pris des notes. Nous aurons besoin de dépositions officielles concernant ces déclarations. Elles pourraient être pertinentes pour établir l'intention. Pendant que l'enquête se poursuivait, l'état d'Emma a commencé à s'améliorer. L'équipe médicale a travaillé sans relâche pour éliminer les toxines de son système. Le 3e jour après l'arrestation de Nathalie, Emma a ouvert les yeux. Maman. Sa voix était rauque à cause du tube du ventilateur qui avait été retiré ce matin-là. J'ai pressé mon front contre le sien, des larmes de joie coulant sur mon visage. Je suis là, mon bébé. Je suis juste là. Tu vas t'en sortir. Je me sens toute chose. Je sais, ma chérie, mais les médecins prennent bien soin de toi. Tu vas de mieux en mieux chaque jour. Elle s'est rendormie, mais c'était un sommeil naturel cette fois, pas l'inconscience terrifiante d'avant. Je suis resté assise à son chevet, lui tenant la main, ayant enfin l'impression de pouvoir respirer à nouveau. L'inspectrice Morrison est passée cet après-midi-là avec des nouvelles. Votre sœur a été inculpée de tentative de meurtre. Les preuves sont accablantes. Nous avons trouvé des reçus d'achat d'antihistaminiques avec sa carte de crédit datant de 3 mois. Les images de surveillance de l'hôpital la montrent entrant dans la chambre d'Emma plusieurs fois au cours des 3 dernières nuits, toujours pendant les services de nuit où il y a moins de personnel. Nous enquêtons également sur ses visites à votre domicile dans les semaines précédant l'effondrement d'Emma. Pourquoi ferait-elle ça? Ai-je demandé, sans être sûr de vouloir connaître la réponse. Selon ses premières déclarations, elle pensait rendre service à Emma. Dans son esprit, la vie de votre fille serait difficile à cause de ses problèmes de santé et à cause de vous. Elle pensait que mettre fin à la vie d'Emma serait un acte de miséricorde. Cette logique tordue m'a rendu physiquement malade. Miséricordieux? Elle a essayé d'assassiner mon enfant et a appelé ça de la miséricorde. Il y a plus. Pendant l'interrogatoire, elle a admis avoir planifié cela pendant des mois. Elle a fait des recherches sur les médicaments les plus difficiles à détecter, comment les administrer sans éveiller les soupçons. Elle a utilisé ses visites plus fréquentes chez vous comme des occasions d'ajouter de petites quantités à la nourriture et aux boissons d'Emma. C'était prémédité et calculé. J'ai digéré cela lentement. Nathalie avait regardé ma belle et pétillante fille et avait décidé qu'elle méritait de mourir. Elle l'avait planifié méticuleusement, avait regardé Emma souffrir et avait considéré que c'était justifié. Et mes parents? Ils savaient que quelque chose n'allait pas la nuit dernière. Ils ont soutenu ce que Nathalie disait. L'expression de Morrison était sombre. Nous enquêtons sur leur éventuelle implication. S'ils avaient connaissance de l'empoisonnement et ne l'ont pas signalé, ils pourraient être accusés de complicité.
Au minimum, les services de protection de l'enfance seront impliqués pour déterminer s'ils représentent un risque. Je ne veux plus jamais les voir près d'Emma. C'est votre droit en tant que mère. Nous documenterons vos souhaits. Emma a passé 2 semaines de plus à l'hôpital pour se rétablir. Les médecins étaient émerveillés par sa résilience, par la rapidité avec laquelle son jeune corps s'était remis une fois l'empoisonnement stoppé. J'ai à peine quitté son chevet, sauf pour les réunions nécessaires avec les avocats et la police. Mes parents ont tenté de venir une fois. La sécurité de l'hôpital les a renvoyés sur mes instructions. Lydia a envoyé des fleurs avec une carte exprimant de vagues regrets sur cette situation malheureuse. Gérald a laissé des messages vocaux insistant sur le fait qu'ils n'avaient rien fait de mal, qu'ils étaient victimes d'un malentendu. J'ai supprimé les messages sans en écouter la plupart. Ils s'étaient tenus dans la chambre d'hôpital d'Emma et avaient convenu qu'elle serait mieux morte. Ils avaient regardé leur propre fille me battre et n'avaient rien fait pour l'arrêter. Quelle que soit la relation que nous avions, elle était définitivement rompue. La procédure judiciaire a avancé avec une rapidité surprenante. L'avocat de Nathalie a tenté de plaider la folie passagère, mais les preuves de la préméditation ont détruit cette défense. Elle avait conservé des notes détaillées sur son téléphone concernant les calculs de dosage et le moment optimal pour l'administration. Elle s'était entraînée à accéder aux perfusions en utilisant du matériel volé à l'entreprise de fourniture médicale de Kyle. L'accusation a brossé le portrait d'une femme rongée par la jalousie et le délire, qui s'était convaincue que le meurtre de sa nièce était en quelque sorte un acte noble. Le jury a délibéré moins de 4 heures avant de rendre un verdict de culpabilité. Lors de la sentence, je me suis tenu devant le tribunal et j'ai lu ma déclaration sur l'impact du crime. Emma était assise à côté de moi, rétablie maintenant, mais changée à jamais par ce qui s'était passé. Ma sœur a tenté de tuer ma fille parce qu'elle jugeait la vie d'Emma indigne. Elle croyait que son propre jugement primait sur le droit d'Emma à exister. Elle a regardé une enfant de 8 ans et n'a vu que des problèmes à éliminer. Ma voix est restée stable malgré les émotions qui bouillonnaient en moi. Emma n'est pas un problème. Elle est drôle, créative et gentille. Elle adore lire, dessiner et jouer avec ses amis. Oui, elle a des allergies alimentaires qui nécessitent une gestion attentive. Cela ne rend pas sa vie moins précieuse ou moins digne d'être vécue. J'ai regardé directement Nathalie, qui était assise à la table de la défense, la tête baissée. Tu as volé des semaines de l'enfance de ma fille. Tu l'as traumatisée d'une manière que nous découvrons encore. Tu as trahi tous les liens de famille et de confiance. J'espère que tu passeras un très long moment à réfléchir à ce que tu as fait. Le juge a condamné Nathalie à 25 ans de prison. Kyle a divorcé d'elle en quelques mois, affirmant qu'il n'avait aucune connaissance de ses plans. Je l'ai cru. Il semblait sincèrement horrifié lorsque la vérité a éclaté. Mes parents n'ont fait face à aucune accusation criminelle, bien que l'enquête ait révélé qu'ils se doutaient que quelque chose n'allait pas, mais s'étaient convaincus que ce n'était pas leur problème. Les services de protection de l'enfance les ont signalés dans leur système, s'assurant qu'ils seraient surveillés s'ils essayaient un jour d'approcher d'autres petits-enfants. Peu importait, puisque j'avais obtenu des injonctions d'éloignement les tenant à l'écart d'Emma et de moi. L'action en justice au civil a suivi. Mon avocat, Mitchell Bradford, était spécialisé dans les cas de faute professionnelle médicale et de dommages corporels. Il a examiné les faits et a immédiatement intenté une action contre Nathalie et l'hôpital pour la douleur et la souffrance d'Emma. Les protocoles de sécurité de l'hôpital ont échoué, a expliqué Mitchell lors de notre première consultation. Votre sœur n'aurait jamais dû pouvoir accéder à du matériel médical ou altérer des perfusions. Leur négligence a contribué aux blessures d'Emma. Mitchell a mené une enquête approfondie. Il a découvert que Nathalie étudiait les procédures médicales depuis des mois, utilisant les identifiants de Kyle pour accéder à des zones restreintes de son entreprise de fourniture médicale. Elle avait volé des seringues, s'était entraînée à prélever des liquides sans laisser de marque de piqûre visible, et avait même assisté à une conférence médicale sous un faux prétexte pour en apprendre davantage sur l'administration par perfusion. La préparation était glaçante dans ses détails. La police a trouvé des carnets dans le bureau de Nathalie remplis de recherches sur les taux métaboliques des enfants, les calculs de dosage basés sur le poids corporel et les délais de progression des symptômes. Elle avait planifié tout le schéma d'empoisonnement comme un projet, avec des plans de secours si certaines approches échouaient. Elle a tout documenté, m'a dit l'inspectrice Morrison lors d'une de nos réunions de suivi. La plupart des criminels essaient de cacher les preuves. Votre sœur a tenu des registres comme si elle était fière de sa planification. Pensait-elle qu'elle ne se ferait pas prendre?
Elle croyait qu'elle faisait ce qu'il fallait. Dans son esprit, ce n'était pas un meurtre, mais un acte de miséricorde. Elle pensait sincèrement que les gens finiraient par comprendre et la remercier. Le délire était plus profond que quiconque ne l'avait suspecté au départ. L'évaluation psychologique ordonnée par le tribunal a brossé le portrait de Nathalie comme une personne ayant des tendances narcissiques et une incapacité à ressentir de l'empathie pour les autres. Elle considérait les gens comme des problèmes à résoudre plutôt que comme des individus ayant une valeur intrinsèque. Les besoins médicaux d'Emma représentaient le chaos dans la vision du monde ordonné de Nathalie, quelque chose qui devait être éliminé. Elle a une incapacité fondamentale à comprendre pourquoi ses actions étaient répréhensibles, a témoigné le psychologue. Elle sait intellectuellement que la société considère le meurtre comme inacceptable, mais émotionnellement, elle ne saisit pas pourquoi la vie d'Emma avait de la valeur. Pour elle, Emma était un objet défectueux qui devait être jeté. Assise dans la salle d'audience, à écouter les experts disséquer la psychologie de ma sœur, c'était surréaliste. C'était quelqu'un avec qui j'avais grandi, partagé une maison d'enfance, mangé des repas pendant des années. Comment n'avais-je jamais vu l'obscurité qu'il habitait ? Mitchell a travaillé sans relâche sur l'affaire civile. Il a compilé les factures médicales de l'hospitalisation d'Emma, les coûts projetés pour la thérapie continue, et a calculé les dommages et intérêts pour la douleur et la souffrance. Le total dépassait 2 millions de dollars. L'hôpital va négocier un accord à l'amiable, a-t-il prédit. Leur responsabilité est claire. Ils voudront éviter la publicité d'un procès. Il avait raison. 3 mois après le dépôt de la plainte, l'hôpital a offert 1,8 million de dollars en règlement. Mitchell a négocié jusqu'à 2,1 millions, assurant l'avenir financier d'Emma. Cet argent va dans un fonds en fiducie pour Emma, a expliqué Mitchell alors que nous examinions les documents du règlement. Vous y aurez accès pour ses frais médicaux et éducatifs, mais le capital reste protégé jusqu'à ses 25 ans. L'hôpital a également mis en place de nouveaux protocoles de sécurité. Les visiteurs avaient désormais besoin d'une pièce d'identité avec photo pour accéder aux étages des patients. Les poches de perfusion étaient stockées dans des armoires verrouillées avec un suivi numérique. Les infirmières ont reçu une formation pour reconnaître les signes de sabotage médical. Ces changements sont arrivés trop tard pour Emma, mais peut-être protégeraient-ils d'autres enfants vulnérables. J'ai inscrit Emma dans une bonne école avec une excellente infirmière qui comprenait comment gérer ses allergies. Nous avons trouvé un thérapeute spécialisé dans les traumatismes infantiles et avons commencé le long processus de guérison. Emma a d'abord lutté contre des cauchemars. Elle se réveillait en hurlant, convaincue que quelqu'un essayait de lui faire du mal. Je la serrais dans mes bras jusqu'à ce que la peur passe, lui rappelant qu'elle était en sécurité, que les méchants ne pouvaient plus l'atteindre. Lentement, les cauchemars ont diminué. Elle s'est fait des amis dans sa nouvelle école. Elle a rejoint le club d'art et a découvert un talent pour la peinture. Elle a réappris à faire confiance, bien que plus prudemment qu'auparavant. J'ai trouvé un travail de comptable pour une entreprise locale, avec des horaires qui me permettaient d'être présente pour Emma après l'école. Nous avons adopté un chien nommé Cooper, qui est devenu le compagnon et le protecteur constant d'Emma. La vie n'était pas facile, mais elle était à nous, construite sur des fondations que nous avions choisies plutôt que sur celles imposées par des attentes familiales toxiques. 3 ans après la condamnation, Emma et moi étions assises ensemble à regarder le coucher de soleil depuis notre porche arrière. Elle avait 11 ans maintenant, plus grande et plus confiante, bien que des ombres de ce qui s'était passé subsistaient parfois dans ses yeux. « Penses-tu parfois à tante Nathalie ?» a-t-elle demandé soudainement. J'ai réfléchi attentivement à la question. Parfois. Mais surtout, je pense à quel point je suis heureuse qu'elle ait échoué. Elle nous détestait vraiment, n'est-ce pas? Elle se détestait elle-même. Nous sommes juste devenus les cibles de cette haine. Emma s'est appuyée contre mon épaule. Je suis contente qu'on ait déménagé ici. J'aime notre nouvelle vie. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. Nous sommes restés assises dans un silence confortable alors que le ciel virait à l'orange et au rose. Cooper somnolait à nos pieds. Au loin, les montagnes se dressaient contre l'horizon, solides, permanentes et magnifiques. Emma a survécu parce qu'une infirmière a posé la bonne question au bon moment. Parce qu'un médecin a remarqué une incohérence dans un dossier médical. Parce que la vérité a éclaté avant qu'il ne soit trop tard. La marge avait été terriblement mince, mais elle a survécu. Elle s'est épanouie malgré tout ce que Nathalie avait fait pour la détruire. Emma a choisi la joie plutôt que l'amertume, l'espoir plutôt que le désespoir.
Elle a refusé de laisser une tentative de meurtre définir son existence. Parfois, je recevais des lettres de Nathalie de prison. Je les brûlais sans les ouvrir. Quelles que soient les justifications ou les excuses qu'elles contenaient, elles n'avaient aucune importance. Elle avait perdu le droit à notre attention le jour où elle avait empoisonné mon enfant. Mes parents ont envoyé des cartes de Noël la première année après notre déménagement. Je les ai retournées sans les ouvrir. Ils ont essayé d'appeler pour l'anniversaire d'Emma. J'ai bloqué leur numéro. Ils avaient fait leur choix dans cette chambre d'hôpital en convenant qu'Emma serait mieux morte. J'avais fait le mien en les coupant complètement de nos vies. La vengeance n'a pas été spectaculaire ou cinématographique. Elle a simplement consisté à bien vivre malgré tout ce qu'ils avaient fait pour nous détruire. C'était le rire d'Emma résonnant dans notre maison. C'étaient les histoires du soir, les biscuits faits maison et les pièces de théâtre de l'école. C'étaient 1000 petits moments de bonheur ordinaire qu'ils avaient tenté de nous voler. Nathalie était assise dans une cellule de prison, faisant face à des décennies d'incarcération supplémentaires. Mes parents vivaient avec la certitude que leur petite fille existait quelque part dans le monde, en bonne santé et heureuse, mais à jamais hors de leur portée. Ils avaient choisi la cruauté et en avaient payé le prix, l'exclusion permanente. Emma et moi avons choisi la survie. Nous avons choisi de construire quelque chose de meilleur sur les cendres de ce que nous avions perdu. C'était notre victoire. Silencieuse, mais absolue. Ils n'ont pas réussi à nous détruire. Et dans cet échec, nous avons trouvé notre liberté.